Hello Nelly, je suis ravie de te retrouver ce matin. Plaisir partagé. Coucou Elsa. Comment tu vas? Ça va? Bien, j'en suis Et ravie. toi? Ah, ça va, ça va, ça va. On avait décidé toutes les deux aujourd'hui d'aborder le thème du pouvoir de la femme dans son ensemble, en sachant que quand on parle de pouvoir, on ne parle pas de pouvoir sur les autres, on parle de pouvoir sur sa propre existence et ses propres choix, en matière de décision, en matière d'autonomie, en matière de liberté d'être et de penser. Euh, et donc, c'est un sujet, je pense, qui nous tient à cœur toutes les deux. Euh, Ok, nous oui. sommes des femmes, hein? Voilà, ça semble logique. Euh, et donc, bah écoute, je vais te laisser la parole pour choisir le premier thème que tu veux aborder par rapport à ce qu'on s'est dit, par rapport à ce qu'on avait décidé d'expliquer ou de mettre en avant aujourd'hui pour permettre à un maximum de femmes de se rappeler que leur pouvoir, il est en elles et que parfois elles ont juste peur de l'éveiller parce qu'elles ont peur de déranger, elles ont peur qu'on les refoule, elles ont peur qu'on les oublie ou qu'on leur demande de baisser le son, etc., etc. Donc, Nelly, à toi l'honneur. Je te Bah, laisse. écoute, je vais partir sur le sujet, moi, qui me tient à cœur pour l'avoir vécu et pour l'entendre encore autour de moi très souvent. C'est que, mesdames, vous avez le pouvoir de décider ce qui est bon pour vous et de prendre les bonnes décisions pour votre vie, quel que soit le domaine, et en particulier, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est le domaine professionnel. Euh, je te partageais une anecdote, dont je ne vais pas la citer par souci de confidentialité, mais une jeune personne que j'ai eue au téléphone récemment, qui avait vraiment envie de se lancer dans une reconversion professionnelle, dans un domaine qui lui parlait, qui était pétillant pour elle. Elle avait vraiment l'énergie pour matcher en plus avec le poste. Et en fait, son conjoint a fait blocus et a décidé que non, elle ne ferait pas ça parce qu'il y avait un investissement, parce que, enfin bref, il a trouvé toutes les excuses du monde. Et donc, quand je l'ai eu au téléphone la fois d'après, elle m'a confié en off, donc c'est-à-dire qu'elle a dû s'éloigner du domicile pour pas que les oreilles indiscrètes entendent ce qu'elle allait me dire, mais pour me dire il s'était vraiment copieusement engueulé avec son conjoint à ce sujet-là, quoi. Mais what? Mais allô? Mais non. Alors, déjà, monsieur, tu n'as pas à faire ça. Si tu aimes madame, tu la soutiens dans ses choix et dans ses décisions. Ça, c'est la première chose. Mais madame, tu n'as pas non plus à permettre ce genre de réaction. Hmm. C'est-à-dire, pose-toi, prends ta place. Et en fait, personne ne peut décider ou influencer ta décision. Hmm. Je Ce pense que que tu, ce qui est bon pour toi, tu le sais au fond de toi. Tu peux te faire accompagner, tu peux te faire aider, mais si possible, s'il vous plaît, par des personnes neutres et bienveillantes. Pas par quelqu'un qui va vouloir, par l'affect, influencer d'une manière ou d'une autre le chemin de la personne, quoi. complètement. Je pense il y a ce truc, et on en a parlé toutes les deux. Je pense qu'il y a cette espèce de sacerdoce qui est là depuis des millénaires de la femme doit. Alors déjà, on a l'impression que la femme, elle doit tout. Elle doit tout à l'homme, mais elle doit aussi répondre à des critères à la fois esthétiques, intellectuels, pas être trop visible, pas être trop grande gueule. C'est un peu compliqué pour moi. Doit pas être trop, comment dire, déterminée à faire des choses, à choisir ce qu'elle veut dans sa vie. Et je pense que ça fait longtemps que ça pèse sur l'inconscient collectif féminin, en tout cas, Hmm. que de dire, si je n'ai pas l'aval de mon conjoint, je ne peux pas faire quelque chose. Alors, euh, c'est facile de dire, A- Aval du conjoint ou aval du calme. père aussi. Oui, patriarcal, voilà, ça, c'est Ah. de l'homme, ou de ton fils, peut-être, s'il est grand. Des fois, tu te dis, mon Dieu, si mon fils, il aime pas ce que je fais, je le fais pas. Non, en fait, on a un réflexe inconscient qui, je pense, dort au fond de notre mémoire inconsciente, vraiment, 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 Hmm. qui fait que on est peu nombreuses encore aujourd'hui, même dans des pays occidentaux comme les nôtres, à se dire en fait si j'ai envie, si je le sens, si ça m'appelle, si ça m'anime, je fonce parce que ça veut dire que j'ai quelque chose à découvrir, à faire. Alors, ce sera peut-être pas le chemin définitif puisque de toute façon le chemin il a vocation à évoluer, mais de se dire ah ben non, il a dit non, non ça lui plaît pas. Non, l'argent du ménage, je ne peux pas en prendre une partie et l'investir dedans, même si moi ça me plaît, même si ça m'appelle, même si j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va me donner
vie et qui va donner un sens à ma vie. Parce que on se retrouve finalement avec un réflexe de c'est l'homme parfois qui décide du sens. Alors peu importe, je dis l'homme, mais dans un couple homosexuel, on va retrouver le même genre de rapport parce qu'il y a toujours un qui est plus ou moins dans une énergie douce et l'autre dans une énergie de conquête. Ok? On a toujours une forme d'énergie masculine-féminine dans un couple, peu importe qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel. Mais il va toujours, il y a ce truc qui revient, c'est le rapport de dominant-dominé. Mm. Et il foire tout, il fausse tout ce rapport de dominant-dominé parce que à partir du moment où je On rentre dans le triangle de Cartman, et complètement, et à partir du moment où inexorablement. je peux te demander ton aval ou ton autorisation à être, à faire, à essayer, à innover, à tenter, ben en fait, je suis plus libre. C'est ça. Et à quelle heure on est esclave? Donc, il y a un truc aussi dont on avait décidé de parler ce matin, c'est de la sensualité. Et la sensualité, souvent, elle est confondue avec de l'érotisme. Alors, si on va plus loin, avec de la pornographie, mais je voudrais pas que la vidéo, elle soit strike, du sexe. Et en fait, non, pas du tout. La sensualité, c'est notre pouvoir en tant que femme. C'est quoi notre pouvoir en tant que femme? C'est cette énergie douce qui fait que on est en mesure, alors malheureusement, on l'exploite à mauvais escient, on est en mesure de prendre une charge sur nos épaules en termes de décision, de comportement, de situation, d'abnégation, d'oubli de soi, qui nous pèse des tonnes et des tonnes sur les épaules. Alors que dans un couple, peu importe la composition du couple, encore une fois, hétéro ou homo, il y a une répartition des charges qui doit être. Parce que bien sûr qu'il y a une charge, bien sûr qu'il y a une charge mentale, parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à accomplir, il faut pouvoir être en mesure de payer tous les frais, les loyers, les crédits, etc., etc. Peu importe la charge mentale en termes de devoir, j'ai envie de dire, de la vie de tous les jours, mais ça doit être réparti à 50-50. Pourquoi il y a un individu qui devrait faire l'impasse sur son épanouissement, sur les deux? Et ça, je pense que c'est quelque chose de super important parce que en tant que femme, et alors là, pour le coup, je reviens exclusivement sur la femme, il y a ce pouvoir de sensualité à l'intérieur de nous que souvent on nous a rapidement demandé dès l'âge de 8, 10. Alors pour celles qui commencent à être un peu prépubères tôt, tu vois, 8, 10, 12 ans, on va avoir aujourd'hui des petites filles qui sont hyper sexualisées. Alors que on aura eu en amont, donc on est passé de totalement tabou à totalement extraverti. Euh, on aura des générations encore à, j'ai envie de dire, à libérer de ça. C'est, tu peux pas t'habiller comme ça. Tu peux pas dire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas choisir ça. Et à chaque fois, on a comme tout un tas d'interdictions à être, à s'épanouir, à choisir, à prendre une direction qui nous plaît ou qui nous convient. Et je pense que on n'est pas toujours consciente de pourquoi on le fait. Alors, pour ramener vers le flash, euh, en fonction des dimensions qui pilotent notre système de survie perso, ok? Parce que le système de survie de chacun n'est pas le même, hein, il faut le savoir. On n'a pas tous les mêmes. Alors la pyramide de Maslow, elle est géniale parce que c'est des besoins, on va dire, universels, par exemple, mais on n'a pas tous les mêmes besoins ni le même degré pour chaque besoin. C'est-à-dire, il y en a qui ont besoin d'agir beaucoup, d'être dans l'action, de se sentir forte ou fort. Il y en a qui vont avoir besoin de se sentir compétente. Il y en a qui vont avoir besoin de se sentir solide et stable. Il y en a qui vont avoir besoin de se sentir parfaite. Il y en a qui vont avoir besoin de sentir qu'elles sont aimées, approuvées, validées. OK? Et il y a des gens qui ont les 5 besoins à peu près au même degré. Là, c'est un peu le bordel, il faut le dire. Non, il faut le dire. Mais parfois, on a des flashs où on a des dimensions qui sont plus hautes que d'autres, et parfois 2 ou 3 dimensions qui sont très élevées, qui nous donnent finalement une idée du degré de besoin dans les relations interpersonnelles. Et du coup, Mm. ça peut aider. J'aimerais que tu nous dises, toi, Nelly, puisque là, tout à l'heure, tu parlais de cette anecdote par rapport à une forme de recrutement, parce que c'était ça, si je Mhm, tout à fait. de dire finalement, de regarder qu'est-ce qui peut faire basculer une personne, une femme, dans sa prise de décision par rapport à son propre flash. Est-ce que tu peux nous parler des incidences, peut-être par rapport à une expérience que toi, tu as vécue, au-delà de cette anecdote, parce que je sais que tu en as quelques-unes d'expériences quand même, en matière, où c'est flagrant de dire, bah ouais, moi, mon besoin premier, il est celui-ci, et en fait, bah, dans un environnement où ça match, c'est extraordinaire. Dans un environnement où il se passe ça et ça, bah, c'est le plongeon jusqu'au tréfonds de l'océan. Bah, la première anecdote que je peux te partager, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que
Dans cette fameuse prise de décision, moi, quand je suis sortie du bac, j'ai eu mon bac, enfin, je ne vais pas dire assez facilement, mais enfin, j'ai quand même rencontré une difficulté, c'est-à-dire que j'étais dans une filière scientifique à l'époque, bon, il faut se transposer. Moi, j'ai eu mon bac en 89, hein, donc c'est pas le même système qu'aujourd'hui. On ne jurait que par les filières mathématiques à l'époque, donc il fallait faire soit bac C, soit bac D, avec des coef 5 en maths et coef 5 en physique. Donc moi, j'ai choisi la filière C. En première S, donc l'année précédente, 17 de moyenne à l'année en maths, parfait. Voie royale pour la terminale C. Terminale C, 4 de moyenne annuelle. Wouh, le grand plongeon. Terminal C, on est d'accord que c'est la scientifique. Ouais. Euh, avec un... Et en fait, effectivement, je me suis pas rendu compte sur le coup, mais comme moi j'ai 99% de bois, je suis très perméable à mon environnement et très Mhm. perméable aux personnes qui sont, voilà, qui me Alors, transmettent un savoir. je Et précise, je précise juste parce que même si je vais mettre des micros vidéo dedans, des birolles, la dimension bois, c'est la dimension numéro 5 du flash qui s'appelle Hello. C'est celle qui a besoin de connecter, qui a un talent naturel pour influencer les gens, dans un sens ou dans l'autre, hein, et qui n'en est pas forcément consciente parce que de la même façon que la personne qui a une dimension Hello qui arrive en premier avec degré au plafond, j'ai envie de dire, euh, 99%, voilà, voilà, juste ça. il est Euh, mieux. c'est ça. Il y a en fait à la fois le talent de savoir influencer, mais naturellement, parce que elle est joviale, elle va donner envie, elle est excitée du truc, elle en parle et du coup elle donne envie. Donc c'est de l'influence naturelle. C'est pas de l'influence réfléchie ou volontaire. C'est vraiment un talent naturel. Mais la rançon de ce talent, c'est que Le revers de la médaille. et oui, c'est que si l'environnement est pas cool, ça peut la faire plonger. Et c'est ça que Mm, je suis en train d'expliquer. Et je veux le mettre en exactement. avant parce qu'il n'y a pas que ça. Derrière, on jouait les deux autres dimensions aussi qui sont venues corroborer que, en fait, bah, ça pouvait pas marcher. Mais le flash permet de comprendre ça et de capter, par exemple, pour nos enfants, nous qui sommes mamans parfois, de capter comment leur éviter, non pas de faire une expérience douloureuse parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre, mais de choisir des chemins par lesquels ils vont pouvoir passer avec davantage d'aisance et avec davantage de facilité en conscience de, OK, je sais par exemple que je suis une influenceuse ou un influenceur naturel, moi, jeune étudiant de 18 ans, je suis un garçon, bon, ça marche pas du tout, mais c'est pas grave. Mais je suis aussi conscient ou consciente que de la même façon que je suis capable de donner envie de tout et n'importe quoi et d'influencer les amis à faire la même chose, etc., ça peut finalement jouer contre moi au sens où si je ne le pilote pas, l'environnement qui va être autour de moi, je vais l'absorber, je vais finalement être parfois même drainé littéralement et je peux plonger. Donc, excuse-moi, hein, je voulais faire la précision Non, sur non, je t'en prie, je t'en prie. c'est Donc Hello. du coup, à cette... mes parents, alors je peux pas me mettre à leur place, même si aujourd'hui j'ai l'âge de l'être, mais je pense qu'ils ont dû flipper en fait, parce que j'ai pas spécialement beaucoup révisé sur les matières, Hmm. parce que je bossais toute l'année, donc si tu veux, j'avais pas besoin de me mettre une pression supplémentaire pour le jour de l'examen, j'étais prête, j'étais assidue, j'étais bonne élève, enfin, bref. Sauf les maths qui m'ont planté. Bref, j'ai quand même eu mon bac, mais je pense que mes parents ont dû avoir peur que je me disperse justement, et donc ils ont fait le choix pour moi de l'orientation future, de la direction future de mes études. Et je crois qu'on en avait déjà parlé, je me suis retrouvée dans un environnement qui ne me correspondait pas, avec des personnes qui ne me correspondaient pas, on n'était pas sur la même longueur d'onde, on n'avait pas les mêmes objectifs, on venait pas du même milieu, alors ça aurait pu matcher, mais à un moment donné, moi, je me suis sentie, et c'est là où je me remercie, parce que je me suis sentie en suradaptation, Hmm. alors qu'à l'époque, je connaissais pas mon flash, hein, et j'ai senti, il y a quelque chose de, comment dire, presque d'instinctif, en tout cas d'intuitif plutôt chez moi, qui m'a dit, ne reste pas là, ça va te bouffer. Hmm. Casse-toi, prends tes décisions, prends ta vie en main. Et c'est là où j'ai tenu tête à mon père pour la première fois et où je lui ai dit, je me casse de cette fac. Je sais que ça vous a coûté un bras parce que c'était un sacrifice financier énorme, mais je ne m'épanouirai pas, je ne m'épanouirai pas et je ne réussirai pas dans ce contexte et dans cet environnement-là. C'est pas fait pour moi. Et j'ai fait autre chose. Je suis partie en RH, ce qui me correspondait davantage. Et voilà, donc première fois de ma vie que ça m'arrive. Hmm. C'est vrai qu'il y a quelque chose de Enfin, super important dont tu première fois de ma vie à l'âge légal où tu es en capacité de prendre des décisions. Attention. Oui, oui, absolument. Mais en Voilà. fait, ce qui se passe, c'est que euh, de nature, alors évidemment, on revient sur cette dimension hello.
qui est l'élément du bois en termes d'élément pédagogique, et donc le côté influenceur, joyeux, jovial, qui donne envie, qui sait en fait donner envie, par nature en fait, c'est même pas forcément volontaire. Et puis ceux qui vont le savoir et qui vont en prendre conscience très jeunes vont pouvoir le mettre à profit. Et quand je dis profit, je ne parle pas que d'argent, je parle de le mettre à profit dans leur vie de tous les jours, d'être celui ou celle qui finalement, bah, non pas forcément est le leader d'un groupe, mais qui crée son identité au travers du groupe et qui a besoin de pouvoir créer son identité au travers du groupe. Ça n'est ni bien ni mal. Et si on empêche, si on lui coupe les branches, si on l'empêche de s'épanouir à ce niveau-là, bah, ça peut être catastrophique parce que la personne, elle va finalement se chercher toute sa vie en se disant non, ça, j'ai pas le droit parce que ça plaît pas à mes parents, ça plaît pas à mon mari, ça plaît pas à mon environnement. Et si ça leur plaît pas, si ça leur fait pas plaisir, on va plus m'aimer. Et ça, c'est hyper, hyper important parce que le jour où les personnes, elles captent ce genre de mécanisme-là, qui est une condition à être aimé et donc un mécanisme de survie. Je dois faire plaisir pour être accepté. Je dois être plaisant pour être accepté. Je dois faire ce qui fait plaisir aux autres pour pas être abandonné, oublié. Et quand on capte que ça nous pilote et que c'est complètement faux, parce que les gens qui nous aiment, ah ouais, ah ouais, elle va le redire, oui, les gens qui nous aiment, ils nous aiment parce qu'ils nous aiment. Ils nous aiment sans raison. Ils nous aiment parce que il y a quelque chose qui, je sais pas, ça match, ça fit. On ne peut pas aimer les gens parce que. Alors soit, si on les aime parce qu'ils sont intelligents, c'est de l'admiration, c'est plus de l'amour. C'est pas moins valable, hein, mais on peut pas appeler ça de l'amour. Si on les aime parce qu'ils font plein de choses pour nous, bah c'est de l'intérêt. C'est plus de l'amour. À chaque fois, c'est juste de rappeler ça. Et chaque enfant, quand on sait quels sont les chemins de facilité pour eux, c'est important de leur rappeler, tu n'as pas à être moi. Et nous, en tant que parents, se positionner aussi, et principalement les mamans, j'ai envie de dire, parce que là, on parle de la femme essentiellement, de dire, en fait, je ne suis personne pour... Alors, de notre temps, toi, moi, nos parents, en général, moi, je ne l'ai pas eu, mais ils l'avaient fait pour ma grande sœur, par exemple. Mon père et la mère de ma sœur avaient décidé de la filiale. Ma sœur a passé un bac S, bien entendu, qu'elle a eu avec mention. Voilà. Derrière, elle a fait du droit, de l'histoire de l'art, du japonais et je ne sais plus quoi. Bref, aucun rapport avec le bac S au final, hein. Bon, Ah. mais c'était vraiment les parents qui décidaient avant un petit peu, qui décidaient Mm. de ce qui était le mieux pour leur enfant. C'était juste une question de bienveillance et de dire je fais mon job jusqu'au bout en tant que parent, je les place dans quelque chose qui finalement sont les rails que je choisis pour cet enfant, cet adulte en devenir. Et parfois les rails, ils n'étaient pas sur mesure. Donc on connaît des gens qui se sont euh, épanouis. Moi perso, j'ai un cousin qui a fait des études extraordinaires, il a fait Harvard, etc. Il s'est épanoui financièrement. Pour autant, je ne suis pas sûre qu'il ait toujours été ou qu'il soit au quotidien heureux de ce qu'il a alors qu'il est multimilliardaire. Voilà. Mais parce que quoi? Ben parce qu'en fait, il a répondu à ce qu'on avait exigé de lui Mm. en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant que jeune adulte. Et effectivement, il avait les aptitudes intellectuelles et la capacité d'apprendre et de s'adapter, etc. Et il a fait des merveilles. Maintenant, est-ce que ça nous rend heureux? Je ne sais pas. C'est pas forcément non plus l'objectif de tout le monde. OK? Là, j'ai envie de basculer sur les systémiques qui sont non pas une seule dimension, mais qui sont pilotés par plusieurs dimensions. Par exemple, euh, la systémique du succès. La systémique du succès, elle va nous driver dans le besoin de réussir à tout prix. En tant que femme, quand on a cette systémique comportementale, qui finalement est très bonne pour nous à partir du moment où on capte de quoi elle a besoin pour être nourrie, pas venant de l'extérieur, mais venant de l'intérieur, en termes de message interne, en termes de soutien interne, en termes de validation interne, parce que c'est la combinaison de hello et de fast, ok, les deux énergies les plus vives et les plus speed du flash. Quand elles sont combinées, il y a ce besoin de réussir à tout prix et d'être dans le succès, ou moins dans le succès apparent, pour être validé. Parce que sinon, et là il y a une autre condition à aimer qui arrive, si je ne suis pas dans le succès, je ne vaux rien. Donc souvent, on retrouve la dimension métal qui arrive en 3, etc., etc. J'avais envie aussi, Nelly, si tu veux bien, qu'on parle de l'image qu'on a de soi. L'image Mm. éthique et l'image en termes de personnage. Je mets des guillemets à personnage parce que souvent on porte des masques, hein, ok, mais qui on est, qui on devient ou qui on aimerait être ou qui on a toujours rêvé d'être, parfois qu'on n'ose toujours pas, prendre sa place, etc. Je, je, je voudrais qu'on parle de l'image de soi parce que on voit aujourd'hui, alors ça affecte peut-être un petit peu moins nos générations, mais on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui souffrent de se voir à l'image.
Et systématiquement, quand on leur permet de voir quelque chose, ces personnes ont un dialogue interne tellement dévalorisant que quoi qu'on leur dise, quoi qu'on leur montre, quoi qu'on leur... En termes de merveilles, de trésors, de choses qu'on peut apprécier, aimer, etc. Ah non, mais pas du tout, tu dis ça parce que tu m'aimes bien, ou tu dis ça parce que tu vois pas clair, ou tu dis ça parce que... Et en fait, on se retrouve face à des personnes qui ont peur aussi de vieillir. Donc, elles ont peur de leur image, mais du coup, elles vont mal vieillir. Mal vieillir, non pas dans l'apparence, hein, mais mal vieillir parce que plus elles vont prendre de l'âge, plus elles vont rajouter des trucs de en plus, je deviens vieille, je deviens moche, j'ai des rides, je prends du poids, machin, etc. Ah ben, le cerveau va aller chercher tout ce qui peut entacher cette fameuse image. Hein. Tout Voilà. ce qui n'a pas Après, dit. on va pas être langue de bois non plus, de toute façon comme d'hab, mais la société aujourd'hui et les outils, notamment les réseaux sociaux, n'aident pas. Alors ça peut aider sur certains plans, je vais pas critiquer les réseaux sociaux, mais quand tu vois que certaines personnes ont développé un syndrome à cause de tous les filtres que tu peux avoir sur certains réseaux sociaux que je ne citerai pas, euh, filtres qui t'embellissent, qui te font paraître 20 ou 10 ans de moins. Mais en fait, quand tu te vois en permanence à travers ce filtre-là et que tu vois ton vrai reflet dans le miroir le matin quand tu te lèves, où c'est pas forcément là où tu es la plus fraîche, tu vois, tu... Non, en fait, j'aime pas ça. Bah oui, mais ça, c'est toi. Oui, et c'est beau. Et Oui, c'est c'est beau, mais sauf que t'es plus capable de te voir belle, puisqu'en fait, le faux reflet que tu vois, c'est celui que te renvoie le réseau social en question, enfin les réseaux sociaux en question. Et là, pour peu que tu sois un peu justement dans ce mood de te dire putain, je prends de l'âge, ah bah tiens, là j'ai une ride, je l'avais pas la semaine dernière. je vois pas Wow. assez bien le trait. Allez, bim, on rajoute. C'est On vrai. rajoute de la charge mentale, on rajoute du truc. En plus, on a quand même, faut le dire, les nanas, une putain de capacité à se comparer, une putain de capacité à se dire, parce que on a beau se dire non, mais moi je me détache du regard des autres. Ouais, ok, mais non, il n'y a pas un monde où c'est H24, tu te détaches du regard des autres, c'est pas vrai. Voilà. Donc, tu es dans la rue, soit tu vois une super belle fille et tu te dis, waouh, elle est belle, et là, c'est quand tu es bien dans ta tête, soit tu te dis, pff, voilà, même pas, tu vas, tu vas la médire, tu vas l'insulter dans ta tête, mais what? Mais pourquoi, en fait? Et si elle est belle, ben, qu'elle se montre. Enfin, je veux dire, c'est joli à regarder une belle fille. Oui. Voilà. Après, tu peux pas t'empêcher non plus. Moi, je sais que ça m'arrive parfois. Bon, j'en rigole, mais tu croises quelqu'un, tu dis, mais à l'âge que t'as encore, tu mets encore des jupes aussi courtes que ça. Mais meuf, si ça lui fait plaisir de mettre une jupe courte, t'es qui, toi, pour la juger, en fait? C'est ça. C'est ça. Déjà, entre femmes, on a encore ce truc qui est... et on en parle pas mal dans... Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas mal parlé dans le canal Vision d'Avenir. Je dis on parce que tu es dedans, où il y a ce truc qui date, après avoir été des déesses. Oui, parce qu'on donnait la vie, on saignait tous les mois, mais on ne mourait pas. Non, mais il faut pas l'oublier quand même. Je tiens à rappeler un petit peu le côté royal que nous avons, dont nous avons pu jouir pendant quelques millénaires, jusqu'à ce que l'homme prenne le pouvoir, du moins jusqu'à ce que nous concédions le pouvoir à l'homme, parce que personne ne peut prendre ton pouvoir, hein, qui que tu sois. C'est toi qui consens ton pouvoir à ce qui te fait peur, aux gens que tu as envie d'avoir dans ton cercle d'amis et que tu fais tout pour être aimé, etc., etc. Donc le pouvoir, personne ne peut nous le prendre. C'est nous qui rendons plus grand ou plus grandes les choses autour de nous et qui fait que bah, par là même, on consent notre pouvoir. Et il y a ce truc toujours de euh, cette historique de la femme qui fait que on était ni plus ni moins que, pas un objet d'ornement, c'est moche de dire ça, mais on était celle qui était à la fois la propriété du père et qu'on donnait en mariage avec des dots, etc., pour devenir la propriété du mari. Il faut se rappeler quand même que jusqu'à après la guerre de 39-45, nous n'avions pas le droit de vote, nous n'avions pas le droit de porter des pantalons, nous n'avions pas le droit de donner notre avis. Mais nous n'avions même pas notre propre patrimoine. Non, puisque Parce ça qu'à appartenait partir du à notre père. moment où on était mariés, ça se transférait automatiquement au mari, donc nous n'avions droit à rien. C'est encore très récent dans le Code civil, il faut se rappeler, mesdames, quand même, que la femme a eu le droit, et je crois que, je vais pas dire, enfin, je vais pas vouloir dire de bêtises parce que j'ai plus la date exacte en tête, mais je crois qu'on était déjà proche des années 70.
Le où droit de... la femme a pu avoir le droit de gérer son propre patrimoine en toute autonomie. Oui, 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 c'est arrivé après le droit de vote. Oui, oui, Ah c'est oui, arrivé bien après le droit de vote, bien sûr. Mais c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Et je pense dont les jeunes femmes aujourd'hui, de l'âge de ta fille, mon fils, c'est-à-dire 18, 20, 25, 30 ans, n'ont pas forcément conscience parce que on a besoin aussi, euh, au-delà d'essayer de donner un bon exemple, ça veut pas dire un modèle parfait, c'est de rappeler à ces femmes qu'elles sont parfaitement libres et autonomes de choisir ce qu'elles ont envie de vivre, ce à quoi elles consentent. Parce que, quelle que soit la relation, avec un conjoint, avec un enfant, avec un parent, on enseigne aux autres comment nous traiter en fonction de ce qu'on tolère. Et bien entendu que si pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que peut-être qu'aujourd'hui, toi qui nous regardes, tu as 20 ans, 25 ans, tu as toléré de la part de la partie patriarcale de ta famille, ton frère, ton oncle, ton père, de décider ce qui était bon ou pas pour toi, ce que tu avais le droit de faire ou pas. Ben, c'est génial, dans un sens, tu as été protégé, ok? Mais dans l'absolu, à aucun moment, tu es obligé de consentir à ce qu'on décide pour toi. Parce qu'au même titre qu'un homme, on a les capacités cognitives et intellectuelles à prendre des décisions, à choisir ce qu'on a envie de vivre, comment on a envie de le vivre, est-ce qu'on a envie de tolérer ou pas. Parce que c'est encore une question de transfert de pouvoir. c'est ça. Où est-ce qu'on met le curseur? Eh bien oui, si je te transfère le pouvoir de diriger ce que je fais, où je vais, avec qui je parle, comment je m'habille, c'est fabuleux en termes d'abnégation, bravo, hein. Moi je tire mon chapeau que je n'ai pas, mais dans l'absolu, c'est affreux à vivre parce que Et on tombe dans une relation toxique de toute façon. absolument. À partir du moment où et bon, c'est un sujet qui est sensible pour moi aussi, mais à partir du moment où tu acceptes que l'autre contrôle qui tu vois, quand tu le vois, à quelle fréquence tu le vois, comment tu travailles, ce que tu dois faire comme travail, ce que tu dois, qui tu dois côtoyer, Comment tu t'habilles, comment tu il est où parles, quoi elle est tu... où ta liberté? Non, 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 bon, nous, on le ramène beaucoup, et toutes les deux, on est vachement en phase avec ça, parce que Kanaka, ça veut dire être humain libre. C'est vrai que bah, ça met les gens, j'ai envie de dire, à nu face à qui ils sont vraiment, mais au sens beau du terme. C'est pas, on va te montrer tous les points noirs, les comédons, les défauts. Non, non, c'est pas le but. Le but, c'est de dire, OK, ça, c'est un super grand talent avec la combinaison de telle et telle dimension, voire trois ou quatre, et parfois même les cinq dimensions. OK, l'idée, c'est pas de te fustiger et de dire ah là là, j'arriverai jamais à rien, c'est de dire ok, qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'exploite? Mais surtout de te donner l'autorisation à faire et à être ce dont tu es capable naturellement, avec des facilités, avec un talent inné, parce que c'est ça le but, c'est de permettre aux gens de se libérer de leur chaîne. Et évidemment, tant qu'on ne prend pas de décision, tant qu'on on prend pas position, d'accord? Tant qu'on n'est pas dans une posture d'autonomie, de responsabilité, de souveraineté face à sa propre vie, face à sa propre existence, face à son propre parcours, sa carrière, ses relations, eh ben on va subir. Mm, Désir pour ne pas déplaire, pour pas être rejeté, pour pas être abandonné, pour pas être trahi, pour pas... Et on va subir tout comme ça. Alors que l'idée de l'épanouissement passe quand même par de l'autonomie. L'autonomie, ça veut dire quoi? Bien sûr qu'on a tous besoin les uns des autres. On est une espèce à l'esprit grégaire, donc évidemment, on a besoin d'avoir des gens autour de nous. Mais on doit choisir les gens qu'on a autour de nous, hein. Voilà, la famille, on ne choisit pas, c'est OK. On arrive ou pas en fonction de la famille et des relations qui sont dans la famille et des schémas qui sont dans la famille et des comportements qui sont dans la famille à vivre avec ou plus ou moins distanciés. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Mais dans l'environnement amical ou professionnel, ben, on a besoin de choisir. Parce qu'en fonction de ce qu'on choisit autour de nous, à défaut de nous soutenir, faire en sorte d'avoir des gens autour de nous qui nous encouragent. Même si la dernière lubie paraît, alors plutôt que de projeter leur peur, en fait, c'est ça qu'il faut chercher dans un environnement qui nous rend sereine, ou du moins qui nous permet de rester sereine. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que notre paix intérieure, à toutes et à tous. Et pour pouvoir rester sereine, l'idée, c'est d'avoir un environnement soit neutre, qui ne prend pas parti. Ah tiens, tu as une nouvelle idée. Waouh. Ah ouais. Ah, tu as envie de faire ça? Je sais pas comment tu arrives à pas avoir peur. Bon, en réalité, la personne, elle a peut-être peur, mais elle va y aller parce qu'elle en a envie, parce qu'elle sent l'appel, parce qu'elle a envie de le tenter, parce qu'elle n'a pas envie d'arriver demain à son dernier expire et de dire, oh, je regrette, j'aurais tellement aimé faire ça. J'aurais tellement aimé vivre ça. Je ne l'ai pas fait parce que je ne l'ai pas soutenu.
Et puis Alors, enfin l'échec. Moi j'ai toujours, enfin ma phrase que je répète, je pense 20 fois par jour, qui ne tente rien n'a rien. Parce que de toute façon, qu'est-ce que tu risques à le tenter? Au pire, même si ça ne fonctionne pas, ben, c'est pas grave, c'est une occasion d'apprendre. Tu modifies, tu testes autre chose. Enfin, moi, je vois dans dans tous les écosystèmes avec lesquels je travaille, que ça soit avec vous ou que ça soit avec l'autre écosystème, on est en permanence en train de tester. On teste, on ajuste, on teste, on ajuste, on teste, on ajuste. Et peut-être qu'un jour, on va trouver un point d'équilibre. Mais cet équilibre, qu'est-ce qui me garantit qu'il sera à vie? Non, parce que l'environnement évolue, parce que tout évolue. Et heureusement que l'énergie circule. Donc, de toute façon, dites-vous bien, mesdames, que quelle que soit la période de votre vie, vous devez être en permanence en capacité de vous adapter, mais sans rentrer dans la suradaptation. Simplement, à toujours vérifier l'équilibre entre les forces pour que cette paix intérieure soit maintenue au gré des changements extérieurs. Voilà. Je vais prendre un exemple. Euh, Exemple qui va te parler. Aujourd'hui, femme, épanouie, très bien dans ses baskets, en France, ça se passe bien, il y a du résultat, il y a un message, il y a tout ça. Demain, changement radical d'environnement, on bascule de l'autre côté du continent. L'environnement change. pour la personne aura changé, Ah mais oui. l'environnement en soi n'aura pas changé. L'autre côté du continent restera l'autre côté du continent, peu importe. Mhm. Mais il n'empêche que ça va demander, quoi qu'il arrive, une capacité, une faculté d'observation, et ça, voilà, mais aussi une capacité d'adaptation, parce que c'est pas les mêmes façons de travailler, c'est pas la même façon d'interagir, le rapport au temps n'est pas le même. Complètement. Et en fait, c'est très fin ce que tu dis, parce qu'il y a ce truc de se dire, on a souvent mis le curseur à bloc dans suradaptation. C'est fatigant. Et en fait, Quel que soit l'élément dominant, que ce soit de la terre, du feu, du métal, peu importe, quand on est en suradaptation permanente, c'est usant. non, mais mais C'est c'est mortel même. Moi, je vais. Oui, c'est ça, c'est la meilleure façon de courir au burn-out ou à la dépression. Ah oui, on n'a pas le même flash. Moi, j'ai des mots un peu rentre-dedans. Pour moi, c'est mortifère parce que plus on va aller contre nature, plus. Donc, plus on va suradapter, plus on va aller contre nature et plus on va aller contre nature, plus on est dans une. En fait, on est en train de s'éteindre ou de se laisser mourir, quoi, ou de se C'est mettre ça. au bord du précipice. Mais il y a quelque chose donc je disais, de très fin dans ce que tu amènes, c'est qu'effectivement, d'abord, quand on prend conscience de comment on fonctionne, de quels sont nos besoins en relation, de comment les nourrir nous-mêmes, parce que connaître ses besoins en relation, ça ne veut pas dire les faire peser sur l'autre, ça veut dire apprendre à les nourrir nous-mêmes. Donc cette espèce d'autonomie, de responsabilité, de souveraineté, de leadership, parce que c'est ça le leadership. Le leadership, c'est pas mener les autres à la baguette et leur parler comme des chiens. Non, ça c'est petit chef. C'est pas pareil que le leader. Non, c'est vrai, c'est pas pareil. On en voit beaucoup dans la société, mais ils se prennent pour des leaders et ce ne sont pas des leaders, ce sont des petits chefs. Non, un leader, il doit tirer ses ouailles vers le haut. Il doit Et les puis, faire puis grandir. avancer avec eux et pas forcément se positionner au-dessus en disant, hé, non, ça marche pas ça, ça marche pas. Mais ce Bon, que c'est un peu le management à la française quand même, hein. tout à fait, tout à fait. Voilà, hein, on s'est dit, c'est dit. Mais dans l'absolu, il y a vraiment ce truc très fin que tu viens d'apporter, qui fait que si nous ne consentons pas à donner le pouvoir de décision sur ce qu'on fait, qui on est, comment on s'habille, comment on parle, qu'est-ce qu'on tente pas, qu'est-ce qu'on envisage. Si on capte que tout ça, on n'a pas à le donner à qui que ce soit, d'abord, on va commencer à euh, honorer nos valeurs internes. Quand je dis nos valeurs internes, ça n'a rien à voir avec des valeurs vénales, ça n'a rien à voir avec des objets d'art, ça n'a rien à voir avec des choses qui valent de l'argent ou un bien qui vaut de l'argent. Non, les valeurs internes, souvent, on retrouve à peu près les mêmes, mais chacun doit aller les sonder pour les connaître. On peut avoir la valeur de respect, on peut avoir la valeur de liberté, la valeur d'engagement, la valeur d'honnêteté, toutes ces valeurs-là, les autres n'ont pas vocation à les respecter. Pour nous, c'est comme les besoins. On a vocation, nous, à les honorer. Et en fonction de ce qu'on va tolérer de la part des autres ou attendre de la part des autres, si tu es dans un environnement qui ne te respecte pas, je ne veux pas te faire de la peine, mais tu vas pas réussir à faire changer les gens de comportement. Hein. C'est ça. Et surtout si ça fait
délais, mois, années, décennies, que tu consens à ce que les gens te malmènent. Parce qu'à chaque fois, tu repasses l'éponge et qu'à chaque fois, ils recommencent et tu repasses l'éponge et ils recommencent. Parfois, ils sont même pas conscients que tu as passé l'éponge et qu'ils recommencent. Mais en fait, là, en l'occurrence, le respect. Mais tu vois bien que cet environnement-là ne te respecte pas. Pourquoi tu restes dedans? Parce que tu connais rien d'autre? Change, découvre, ose, Apprends. avance, apprends et tu vas te régaler. Et en plus, ce qui se passe, c'est que souvent, on cherche un bonheur. On cherche, et je le dis bien comme ça, on cherche un bonheur. Et on croit le trouver dans la consommation. Bah, Dans... je dirais plus largement, on le pense à l'extérieur. Ouais, oui, mais principalement dans la consommation. J'ai une belle bagnole, alors je suis heureuse. J'ai une belle maison, alors je suis heureuse. Euh, c'est vraiment dans la consommation, dans la possession. Or, le bonheur, le seul endroit où il peut résider de façon constante, c'est dans la progression. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, dans tous les environnements dans lesquels tu peux intervenir, et j'ai le, le- le- le même constat, j'allais dire la même constatation, mais c'est plus joli le même constat, c'est la satisfaction et le bonheur, c'est la même chose. Et le degré de satisfaction personnelle, qui fait partie des premières choses qu'on voit dans Vision d'avenir d'ailleurs, c'est vraiment euh, le constat des progrès que l'on fait en termes de réaction, en termes d'acceptation ou de tolérance, parce que quand on s'est mis en paillasson pendant des lustres, ben, le but, c'est pas de devenir hérisson, c'est d'être ni paillasson ni hérisson, mais de dire, je ne te laisse pas t'essuyer les pieds sur moi, pour autant, je ne vais pas t'attaquer, je ne vais pas te piquer. Mais de dire, OK, en fait, je me distancie des gens qui n'ont pas de respect pour eux-mêmes et donc, du coup, n'ont pas de respect pour moi. On va pouvoir améliorer ces choses-là qui font que finalement, ben, la vie, elle se veut plus sereine et plus cool. Et, ce qui se passe aussi, c'est que des fois, on a des schémas. Moi, je sais que je l'ai eu pendant des années, celui-ci. C'est du fait d'avoir été toute seule dès l'âge de 15 ans et d'avoir eu le sentiment très clair et justifié quelque part de ne pas avoir d'importance pour ma famille au sens large, que ce soit mes parents, mes oncles et mes tantes aussi. Hein, voilà, à partir du moment où mes parents ont divorcé, je n'ai plus existé pour personne. Donc, inconsciemment, j'ai commencé à engrammer l'idée que j'avais pas de valeur et que j'avais pas d'intérêt. Donc, finalement, qu'est-ce que ça amène? Bah, dans les relations, j'étais OK pour supporter tout et n'importe quoi, voire le pire, et de me dire, bah, c'est déjà pas mal si on m'aime un peu. Hmm. En réalité, je ne m'aimais pas moi. Donc, si je ne m'aime pas moi, je ne peux pas être aimé par quelqu'un d'autre. Je vais avoir en face de moi des gens qui ne m'aiment pas plus que ce que moi je m'aime. Et donc, je vais tolérer des choses que personne ne tolérerait. Et je vais passer l'éponge et les gens, ils en ont rien à fiche que tu as passé l'éponge. Ils recommencent. Pourquoi? Parce que tu restes là et que tu tolères. C'est ça. On enseigne aux gens comment nous traiter en fonction de ce qu'on tolère. Ça, c'est un truc. Le jour où j'ai vraiment compris le sens de cette phrase, il y en a une pire. Chacun est responsable de son propre sort. Je le dis avec ce ton-là parce que mon père nous la disait souvent avec ma sœur et ça ne nous plaisait pas trop comme phrase. Jusqu'au jour où je l'ai compris. Et oui, en fait, tu es responsable de ton sort au sens où c'est toi qui décides de là où tu stagnes. Je veux dire, là où tu stagnes, là où tu restes en termes d'environnement, d'amitié, de travail, de tout. Là où tu décides de rester finalement d'ancrer tes racines. Si finalement ça t'étouffe, ça t'oblige à faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas parce que tu as peur qu'on t'aime pas sinon, ça t'oblige à tout un tas de choses qui ne sont pas toi, ben en fait, c'est toi qui es en train de te faire du mal tout seul. Les autres, ils y sont pour rien. Puisque pour eux, ce qu'ils voient, c'est que c'est OK, puisque tu le fais, puisque tu continues à le faire, puisque C'est tu ça. l'acceptes. Et c'est le jour où tu changes de comportement, où... alors, il y a un point de bascule, en fait. Le jour où tu prends conscience de ça, et où tu changes de comportement et tu commences à te respecter, et donc du coup à poser tes limites et à savoir dire non aux autres, c'est là que les autres te disent, mais t'as changé. Bah ouais. Maintenant, si ça te plaît pas, ben next. Et c'est là où il y a le point de bascule. C'est là où est-ce que j'ai suffisamment travaillé sur ma valeur personnelle pour dire ça te plaît pas, next, ou est-ce que je vais être ah, j'ai changé, tu trouves? Ah ouais. Réadapter à toi. Et hop, tu repars sur, tu vois, c'est comme si tu progressais sur un chemin, puis d'un seul coup, tu marches, c'est pas sur un fil, c'est sur un élastique. Le truc, il est, voilà. Et donc, l'élastique, il peut très bien, bim, te faire repartir en arrière. Et du coup, tu vas devoir retravailler à nouveau. Soit, bah, tu fais un shift et tu fais un bond en avant et tu passes au-dessus de tout ça. Complètement d'accord. Je suis complètement Je sais d'accord. pas si la métaphore était bien choisie, mais Non, c'est c'est celle qui m'est venue spontanément à l'esprit. c'est super bien choisi parce que il y a vraiment ça en fait. Il y a la conscience que euh, la peur, je pense, la plus répandue dans le monde, et ce peu importe le flash, elle va se
percevoir de façon différente en fonction des dimensions qui drivent les comportements, hein. Mais c'est la peur de ne pas être aimé. Et quand on a peur de ne pas être aimé, qu'est-ce qu'on fait en règle générale? Ben, on court après les gens, Mm, principalement ceux qui n'ont pas envie de nous aimer. Et c'est c'est la ça. pire chose qu'on puisse se faire. Et je vais amener aussi un truc par rapport à ce que tu disais, au moment où on change de comportement. Les gens sont habitués à ce qu'on se comporte d'une certaine façon, donc quand on change de comportement, on peut nous le reprocher. Et on peut nous dire, mais pour qui tu te prends? Mais pour qui elle se prend? L'idée, c'est de se rappeler qu'on n'a pas besoin que quelqu'un valide ce dont on se, ce dont on te, oh, je vais y arriver, ce dont on se sait capable, dont on se sait riche pour pour le valider à nouveau. On n'a pas besoin de la validation extérieure. Tu sais, euh, j'ai pas besoin d'une validation extérieure. Et ça, j'aimerais qu'il y ait de plus en plus de femmes qui arrivent à se le dire. J'ai pas besoin que tu valides ce que je pense être parce que je sais que je le suis. Et comme j'ai pas besoin de la validation, si ça te plaît, tu resteras à mes côtés. On évolue ensemble, on marche côte à côte, on avance ensemble, on est complices, on s'éclate, on peut devenir amis, on peut devenir potes, on peut devenir partenaire en affaires. Peu importe les choix qu'on va avoir ou partenaire en amour, parce que ça peut être aussi ça dans une relation amoureuse. Mais si on me demande de baisser le son en me disant, hé, mais tu te prends pour qui? Non, mais là, tu déranges un petit peu. Il faut partir. Il faut pas Mm, rester dans des environnements où on nous dit, mais pour qui tu te prends? Parce que tu crois que tu es tout ça? Ouais. Et ce qui est important, ce qui est très, très important, c'est de regarder notre système de croyance. Dans notre système de croyance, il y a toute l'histoire qu'on se raconte à propos de nous-mêmes. Tout ce qu'on croit qu'on mérite. Deux questions. Qu'est-ce que tu veux vraiment? De quoi tu rêves? Depuis toujours, que tu n'as jamais osé dire à personne, que tu risques d'emporter dans la tombe si tu n'oses pas le vivre. Et qu'est-ce que tu crois mériter? Parce qu'en fonction des croyances que tu as autour de ce que tu penses mériter, il y a de fortes chances que jamais tu ne t'autorises. Et du coup, tu vas dire, mon mari, mon père, mon fils, ma sœur, ma fille, mon frère m'ont interdit d'eux. Personne ne peut interdire d'être, de faire ou d'avoir ce que tu veux à partir du moment où toi, tu t'y autorises. Alors, bien entendu, mettons un petit bémol, il y a des choses tout de même qui sont dans le code pénal, tout ça, voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, quand on a des envies de... Non, ça, non, voilà, il y a des choses, on est Vaut d'accord. mieux éviter, vaut mieux éviter. Mais dans l'épanouissement personnel, dans le développement de nos affaires, de notre business, de nos relations, de notre réseau social, et quand je dis réseau social, c'est amical, professionnel, des vraies personnes, pas Internet, euh, personne ne peut rien nous interdire. Et si les gens ne sont pas capables de manager leurs propres réactions et leurs propres comportements et que ça te fait souffrir un max, comprends bien que ceci n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. On peut appeler ça relation toxique, mais c'est une contrefaçon. Et C'est je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu as une personne en face de toi qui te dit, mais pour qui tu te prends? Donc déjà, c'est condescendant, d'une. Oui, Mais en fait, c'est que cette personne-là est blessée. oui. Elle ne le sait pas, mais elle est blessée. Et dans sa réaction, mais pour qui tu te prends, c'est je vais pas dire qu'elle se compare, mais il y a en tout cas quelque chose qui l'a heurtée. Si. Dans la lumière que tu dégages, dans l'énergie que tu dégages, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Pourquoi? Je vais faire une supposition, mais je pense que je ne dois pas être loin de la vérité. Parce que peut-être que cette personne-là n'arrive pas, ne s'autorise pas Exactement. à être dans son plein potentiel, à reprendre les rênes de son propre pouvoir personnel. Mais complètement, parce que les gens qui nous disent tu es too much, t'es trop, alors l'éventail de tout ce que j'ai pu entendre moi, t'es trop émotive, t'es trop grande gueule, t'es trop, on te voit trop. Vous voulez que je fasse quoi? Que je me crève un œil et que je me coupe un bras pour qu'on me regarde avec... Non, en fait, ça marche pas. Et dans l'idée, c'est quand les gens nous disent ça, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est ah, ok, attends, je baisse un peu le son. Je voudrais pas... Pardon, je voulais pas déranger. Je vais baisser un petit peu la lumière, on va moins me voir, je vais me cacher. Et puis, les gens en disant ça, ils savent pas en fait quel est notre dialogue intérieur, Qu'est-ce quels sont nos challenges. Moi, je me souviens, j'ai une fille un jour qui était, on était à la fac, on était une petite promo et elle m'a dit, non, mais toi, de toute façon, tu es un roc. Je suis un roc. J'ai rien dit, j'ai souri, j'ai rien dit. C'était un Mais compliment, dans je ma suppose. tête, je me disais, mais meuf, si tu savais ce qui se passe dans ma vie, si tu savais ce qui se passe dans mon cerveau,
Mais non, tu dirais pas ça en fait. C'est non, non. Voilà, j'ai la même. Je suis vulnérable. Peut-être que je ne le montre pas parce que j'ai pas envie de le montrer. En tout cas, pas à tout le monde. Enfin, voilà, je suis une hypersensible. J'ai pas forcément envie de le montrer non plus. Et j'ai mis des années à apprendre à le piloter. Donc, enfin, voilà, il y a plein de choses qui se jouent. En fait, c'est facile de juger quelqu'un, mais quelqu'un qui est bien dans sa tête, qui est bien dans ses baskets, qui est serein, qui est à l'équilibre, s'il voit quelqu'un briller devant lui, mais au contraire, mais voilà, soutien, porte, encourage. Comment tu fais? J'ai envie d'apprendre à faire pareil. Mais voilà, exactement. Ça, moi, je l'ai vécu quand j'étais jeune. Je le suis toujours d'ailleurs, à 45 ans cette année. Quand j'étais jeune, je suis partie vivre en Espagne pendant une dizaine d'années. Et il y avait cette atmosphère-là de mais c'est génial, mais comment tu as réussi? Comment tu as fait ceci? Comment tu as fait cela? Ils sont pas dans cette. Un peu, tout à l'heure, tu parlais du management à la française. Ben, on retrouve un petit peu une énergie différente en Espagne qui est plus proche de l'énergie qu'on peut trouver aux États-Unis avec le on bosse ensemble, on se répond tout de suite, ça va vite, etc. Face à la réussite, il y a une attitude différente. Et Oui, là où, puis Pardon, je te coupe. là où je voulais revenir sur un truc super important, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'une personne qui nous reproche d'être trop, quoi que ce soit, visible, bruyante, grande gueule, trop déterminée, trop rapide, trop quoi que ce soit, elle parle de son propre ressenti face à elle-même. Un, comme tu l'as dit, par rapport à ce que elle, moi je m'autoriserai jamais à faire ça. Oui, mais tant pis, hein, qu'est-ce que je te dise, c'est ton choix, je ne t'y oblige pas. Viens, je te donne la main, on le fait, je t'autorise, moi. Viens, viens, moi je t'autorise. Parce que ça peut être super aidant, mais souvent la personne elle va dire non, moi je ne m'autorise pas, donc tu n'as pas le droit. Voilà. De quel droit tu ferais mieux que moi ou autre chose que moi? Et deuxièmement, c'est le sentiment interne qu'elle a vis-à-vis d'elle-même de peut-être se sentir pas assez. Moi, je sais que Mm, les gens, et je leur en veux même pas encore aujourd'hui, les gens qui m'ont dit, t'es trop ceci, t'es trop cela, t'es trop corporate. Combien de fois on m'a dit, il faut que tu sois plus dans l'émotion, le machin. Je suis quelqu'un d'hypersensible, moi aussi, et je ne suis pas naturellement dans l'émotion, dans le machin. C'est pas ma façon de communiquer, je suis hyper corporate dans ma façon de communiquer. Et si je me travestis, que je porte un masque pour plaire ou pour ne pas déplaire ou pour... Ben en fait, je me fais mal. Donc, je sais que les gens qui me disent je suis trop, pour eux, soit ils veulent que je sois comme eux, on fonctionne beaucoup par projection inconsciente, donc je peux mm. pas vouloir, je n'en veux toujours pas. Les gens qui m'ont dit que j'étais trop grande gueule ou trop vive ou trop rapide ou trop comme ça, là, trop déterminée, ben, en fait, je leur en veux pas non plus parce que j'ai pas envie de baisser le son. Mais ça m'a pris des années avant de décider de pas baisser le son parce que pendant des années, justement, parce que je pensais que j'avais pas de valeur ou que je méritais pas d'être aimée, puisque bah, c'est ce que m'avait montré un peu la famille. Et ben du coup, pendant des années, je suis allée au-devant de relations terriblement pernicieuses. J'y ai perdu beaucoup d'argent, j'y ai perdu ma dignité, dans une juste mesure. J'entends dire que je me suis fait rouler dans la farine comme pas permis parce que par amour, je me suis dit, si je donne tout ce que j'ai, l'argent, le machin, le truc, on va m'aimer davantage. En fait, non, on m'a largué plus vite. C'était... Eh Ah, oui, mais ce sont des leçons de vie. Donc, j'avais envie de venir là-dessus avec toi ce matin, Nelly. Merci pour ce qu'on a pu aborder comme sujet avec grand plaisir. sur le fait de prendre de l'âge aussi, parce que je trouve que dans le temps, on avait des dames âgées. Alors, je pense à par exemple, Jeanne Moreau, qu'on a vu prendre de l'âge au fil Mm. des années, avec quelques petites retouches, ça et là, je dis pas, tu vois, mais qui est resté un visage vieillissant beau, parce que c'est beau de voir ces visages et ces personnalités à la fois mûrir, et pas que émotionnellement ou dans le comportement, mais mûrir aussi dans le visage. Donc, je voulais aussi rappeler à toutes les personnes qui ont euh, enclenché un, un hamster dans une petite roue à la picouse, au machin, etc., et à presque atteindre une forme de dysmorphophobie, je vous encourage à vous trouver de plus en plus jolie chaque jour. Si vous avez des difficultés à le faire, prenez contact avec nous. On est très doués pour aider les gens à switcher ça parce que on a besoin aussi d'avoir de beaux visages, de belles personnes, de belles personnalités vieillissantes parce que c'est pas un défaut de vieillir, c'est naturel et c'est beau et C'est le c'est cycle de la vie de toute façon. ouais, et c'est un privilège que nous n'avons pas tous. Combien de personnes on connaît qui sont mortes avant 30, 40 ou 50 ans? Ouais, C'est un et qui privilège respire. que de vieillir. C'est ça. Merci Nelly pour ces beaux partages de ce matin. Merci à toi.
On se retrouve la semaine prochaine. Ça marche. Bisous!